Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 30 novembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, pour parler de nouvelles, parce que oui, on a encore une fois pas mal de nouvelles à voir ensemble et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. FTX a eu la validation de vendre 873 millions de dollars d'assets, dont une grosse partie sont des GBTC, ou en tout cas liés à Grayscale Capital. Et donc là, on a bien eu l'autorisation, et au niveau de la répartition des actifs, on a quasiment 600 millions qui sont du GBTC classique, donc c'est-à-dire le Grayscale Bitcoin Trust de Grayscale, justement, qui est ce dont on a parlé dans les différentes quotidiennes et dans les vidéos du dimanche où je vous expliquais le rôle qu'avait joué justement Grayscale dans le précédent bullrun et le rôle qu'il pouvait justement ne pas jouer dans le suivant et l'importance qu'il y avait. Donc pour moi, c'est un signe en effet qu'on commence à libérer des fonds pour FTX pour rembourser justement les créditeurs. Donc ça c'est très positif, mais ça veut dire aussi qu'on aura d'autres sell-off à anticiper par la suite et qu'on suivra dans tous les cas. L'autre bonne nouvelle, ça va être notamment encore un nouvel acteur qui rentre sur les ETF, mais surtout la discussion qu'il y a eu au niveau de BlackRock et de la SEC, une discussion qu'il y a eu le 28 novembre, donc il y a quelques jours, donc on apprend toujours ça un petit peu en retard, mais dans lequel surtout ils sont en train de refaire leur modèle de rédemption et leur modèle de transfert monétaire. On revient un petit peu sur ça. Ce qui est intéressant, c'est que ce type de discussion, parce que là c'était le modèle avant, le modèle après, en fait c'est l'ajout des flux monétaires entre le market maker qui est en offshore et le market maker qui est enregistré aux USA, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a une réflexion qui est encore sur ces modélisations, ça sous-entend que l'ETF n'est pas encore prêt à sortir réellement. Donc on a encore un petit peu le temps dans la décision et la mise en place, et ça nous confirme certainement la validation Q1 2024, pour ne pas dire peut-être un petit peu plus si jamais on a un refus pour ensuite redéposer. Ça pourrait arriver si jamais les délais sont trop courts et qu'on a besoin de refaire des modifications. En tout cas, ça s'accélère et c'est plutôt positif pour les ETF. Ensuite, autre bonne nouvelle pour Wormhole qui a été un des plus gros hacks que l'on a eu. Wormhole qui est une plateforme spécialisée dans l'interconnexion entre les blockchains, donc c'est un bridge, et il a fait une levée de fonds de 225 millions de dollars pour monter son évaluation à 2,5 milliards de dollars, et le but c'est de continuer à développer leur solution d'interconnexion et de pouvoir justement continuer à sécuriser. Alors si je dis pas de bêtises, Wormhole c'était 600 millions de dollars de hack, qui a été juste impressionnant et qui montre aussi la complexité que l'on peut avoir dans le maintien et la mise en place de bridge. Et aussi, Wormhole peut être un très bel exemple de société qui arrive à se remettre d'un hack, mais Wormhole, encore une fois, c'était une très très grosse société avec des gros moyens, et malgré ça, ils ont eu quand même beaucoup de mal. Alors, autre chose, et là on va changer un petit peu de tonalité, juste avant, on va vérifier les libérations, parce qu'on a quand même pas mal de choses qui tombent. On a du DYDX qui va tomber dans 18 heures à 475 millions de dollars qui sont libérés. C'est énorme, d'accord? C'est vraiment énorme, donc il va falloir faire attention là-dessus, sur cette typologie-là, donc on pourra avoir quand même un gros short, et on a quand même quelques grosses libérations que l'on va avoir, avec notamment du 1 inch, on va avoir du LQTY qui va arriver aussi dans les jours qui viennent. Je vous invite à surveiller tout le temps ce site token.unlock.app qui vous permet tout simplement de vérifier quand est-ce qu'il y a de la libération, et vous allez voir que en effet des fois il y a certains blocs de libération qui est intéressant et important de connaître en amont. Alors ceci étant dit, on va parler de cette nouvelle qui est tombée, et notamment qui est passée par Reuters, et ça fait écho grandement à ce que l'on a pu connaître au niveau de Binance, dans lequel on avait des accusations de financement du terrorisme à travers Binance, et là maintenant, c'est quoi? C'est Tron. Et je vous avais dit qu'après attaquer CZ, ça allait être certainement Justin Sun qui allait être le cas. Et quand je vous ai fait la vidéo sur Tron, je vous invite à aller la regarder, je vous disais que Tron, c'était très opaque, et que surtout derrière ça servait principalement à une personne, c'est Justin Sun, dans les transferts de fonds entre ces différentes sociétés. Donc pour moi, on est quand même dans quelque chose qui est très particulier,
et le fait d'avoir cette typologie de communication là va renforcer différentes actions qui vont avoir lieu certainement contre Tron et contre Justin Sun, et très clairement, je pense qu'on aura un renforcement de la réglementation, et ça se voit, parce que c'est pareil, on est en train de faire appel en disant qu'il faut plus d'outils pour pouvoir réglementer les cryptos, pour pouvoir travailler sur cette partie-là, pouvoir aussi réglementer, donc de nouvelles lois, et être très très rigoureux quant aux sanctions en fait qui seront prises et la conformité aux sanctions qui ont été prises par les USA versus d'autres pays. Donc là on a bien vu, hop, la Corée du Nord, on parle aussi de la Russie, donc forcément je pense qu'on va avoir une pression des US qui vont être plus accrues, encore une fois, c'est ce que je vous expliquais justement dans les vidéos de ce week-end, où en effet pour moi, Binance, c'est pas forcément un bon signe pour le long terme pour les cryptos. Par contre, on a un très bon signe court terme avec notamment les chiffres qui sont tombés du PIB trimestriel T3 US, 4,9 en prévisionnel, 5,2. On les analysera certainement tranquillement samedi, mais là, en l'occurrence, on a vraiment un gros signe qu'on a fait un très gros trimestre pour justement les USA, et je pense que le T4 va être aussi très positif, et donc ça nous confirme qu'on est en train de terminer une très bonne année pour les USA, ce qui explique aussi l'accélération qu'on a eue ici, la mèche, que l'on a une très grosse mèche au niveau du S&P 500, mais qui a été entièrement ravalée. Parce que c'est un trimestre dans lequel on s'en doutait, déjà de base qu'il allait être très bon au vu des résultats des différentes sociétés, au vu des accélérations que l'on a pu connaître au niveau de l'equity, et ce n'est pas parce qu'on a eu un très bon trimestre que derrière on a toujours une problématique d'inflation, même si elle est en train de se réguler, on a toujours une problématique liée au taux directeur de la Fed, dans lequel malheureusement le fait d'avoir des bonnes nouvelles est plus enclin à se dire que on a une résilience du marché américain, et donc le marché est en train de se dire ouh, peut-être que sur la fin d'année je vais avoir encore une augmentation de taux, ou en tout cas peut-être que le pivot ne se fera pas aussi vite que espéré. Et donc, justement, ça explique pourquoi la mèche a été rachetée. Donc, on est quand même relativement loin, parce que on a encore toujours une inversion au niveau du yielding, donc de la rémunération des bons au trésor américains entre le 10 ans et le 2 ans, donc ça veut dire qu'on est toujours dans une période d'instabilité, et donc il faut surveiller ça, c'est une très bonne nouvelle, mais aussi le marché est en train de s'inquiéter par rapport à ce flux de bonnes nouvelles. D'un autre côté, on continue dans la macro, on voit bien qu'on a une très belle réaction comme prévu sur la zone au niveau de l'indice dollar, ce qui est en même temps cohérent quand on a regardé l'euro USD, donc on est plutôt dans une démarche où on va avoir une respiration ou une consolidation dans ces zones-là, idéalement une petite respiration pour aller soit retester ici les 103, soit aller chercher pourquoi pas un petit peu plus haut, avec ici un retest potentiel des 104,3. Donc on a quand même une forme de consolidation au niveau du dollar, donc ça sous-entend aussi que si on a un dollar qui pousse, on risque d'avoir une pression qui va être effectuée sur le BTC, étant donné qu'en plus au niveau du BTC, on est dans une zone importante, on voit que on a du mal à passer, on voit bien la clôture qu'on est en train de faire weekly qui est totalement écrasée, qui est un peu la même image qu'on a pu connaître quelques semaines avant, bien qu'on a continué à pousser à la hausse. Néanmoins on voit qu'on a un manque d'agressivité au niveau du marché, parce que on n'oublie pas que l'éclatement que l'on a eu ici, c'est un éclatement qui est lié à la rumeur de BlackRock, hein. On voit bien que ce passage-là d'accélération, et notamment cette bougie-là qui a été la fausse rumeur, et là en l'occurrence on a eu l'ensemble des nouvelles sur la validation potentielle de BlackRock, et donc l'accélération du marché qui a eu lieu lié à ça. Donc c'est normal que durant cette période ici, on ait une stabilisation du marché, parce que on a eu la préparation de la rumeur, maintenant on attend la validation, et c'est un petit peu ce qui est en train de se préparer avec les différentes interventions entre la SEC et justement BlackRock, hein. Donc là on voit bien que c'est en train de se valider, ce n'est pas encore tout de suite, mais de toute façon il n'y a que des certitudes sur la validation des ETF, c'est juste la date qui est en réflexion. Néanmoins il est à noter que depuis qu'on a cassé en fait les 32 000 et qu'on est allé taper les 38 000, on voit qu'on est passé réellement au niveau du RSI en surachat, et ce qui est intéressant de voir c'est que les surachats on les a tapés en fait très tard, hein. Quand on regarde, on les a tapés par exemple sur le dernier cycle, on les a tapés au niveau d'août 2020, et encore on a juste touché la ligne, on n'est pas consolidé au-dessus, hein. La consolidation s'est faite lorsqu'on a eu la rupture ici de ces zones-là, donc chose qui n'est pas encore arrivée, hein. Quand on regarde, on est quand même très très loin, il faudrait arriver idéalement à casser ça les 48 000 pour se dire qu'on soit dans la même schématique. Donc on est dans quelque chose qui est quand même relativement différent, et quand on regarde un petit peu les passages en surachat,
Par contre, on en a eu durant le cycle, dans lequel, en effet, on a eu, avant le halving, un passage en surachat avant d'avoir, justement, le crash Covid et une respiration. Donc, on va faire toujours attention, parce que c'est vrai que les vrais passages en surachat, systématiquement, que l'on a pu avoir, ont été retravaillés par la suite, pour ensuite avoir l'accélération et le fait de rester en surachat durant tout le bull run qui se passe toujours après le halving. Est-ce que ce cycle va être identique ou pas? On m'a fait plusieurs fois ce commentaire, et je trouve qu'il est très vrai, c'est que on cherche toujours à voir la différence alors qu'on fait toujours la même chose. Alors c'est très intéressant, et est-ce qu'on va être encore une fois dans un cycle où on pense que ça va être différent, et qu'on va retracer tout simplement, retester ces zones-là dans lesquelles je vous présenterai certainement ma vision encore une fois, et je vous expliquerai pourquoi il y a des zones qui sont très intéressantes qu'il va falloir surveiller samedi, mais en tout cas, on est ici dans une démarche où on pense que c'est différent. Est-ce que ça va être différent ou pas? Est-ce que la validation des ETF va vraiment changer les choses? Court terme, on sait que ça va changer long terme, mais est-ce que court terme ça va changer les choses? Ça va être la réponse qu'on aura de toute façon très vite, hein, au moins Q1 2024 comme je vous l'ai dit. Alors court terme sur le BTC, on est toujours dans ce range qui est toujours très présent pour moi, dans lequel on est en train de travailler le haut de range. Quand on zoome un petit peu, on voit que on a quand même quelque chose qui est relativement propre sur la mise en place d'un range, d'une latéralisation, et qui ressemble quand même grandement à une distribution de Wyckoff, BC, AR, ST, SO, UT, d'accord, avec potentiellement un petit UTAD qui a été fait là, juste une petite mèche, mais globalement, on est quand même bien sur une belle distribution, qui est elle-même l'UTAD de ce qui est en train de se passer, d'accord? Donc on est quand même dans quelque chose qui est très propre quand on a l'habitude de ce type de distribution-là, qui peut très vite se transformer d'ailleurs en réaccumulation, d'accord? Il suffit simplement qu'on aille retravailler ici la zone des 35, 36 avec une belle accumulation, et là on repart en flèche très rapidement. Néanmoins, court terme, ce qui est intéressant de voir, c'est que systématiquement, on pousse, on va chercher la liquidité, on laisse les lots systématiquement, d'accord? On est toujours dans un flux qui est haussier, et ça ne change pas tant qu'on n'a pas inversé. L'inversion, par exemple, irait sur la rupture, maintenant, des 36 726, d'accord? Sur rupture de 36 026, on peut se dire qu'on est dans une forme d'inversion, et donc à ce moment, on irait chercher les niveaux suivants, qui seraient 35 600, et je pense même qu'on irait chercher assez bas, on irait chercher cette partie de liquidité là. Mais on en est, encore une fois, très loin, parce que on n'a toujours pas cassé des lots. Oui, actuellement, on a quand même une pattern dans lequel on se dit qu'on a fait un petit break-off structure, on est en train de faire un retest classique, on a comblé l'imbalance qui se trouve ici pour aller chercher l'order block qui est là, et ensuite on est en train de pousser à la baisse, mais néanmoins, là, on pourrait tout simplement s'arrêter ici, sur le niveau des 37 860, avant de potentiellement repartir, d'accord? On fait toujours très attention ici. Personnellement, je suis rentré sur ce retest ici, et je suis déjà ABE pour faire une continuité, soit à baissière, soit tout simplement prendre une partie des profits sur rupture ici des 37 589, et idéalement, je viserai la target qui se trouve à 37 279 sur du plus long terme, et voir la réaction du cours sur cette zone-là. Est-ce que oui ou non, on perd fort? Est-ce qu'on fait une réaccumulation et on repart à la hausse? Ça va être un petit peu l'attendu et qu'il va falloir surveiller. En parlant de surveillance, n'oubliez pas qu'on va faire la clôture mensuelle qui va être très importante, on en parlera de toute façon demain, on a commencé à en parler dans la quotidienne de lundi, donc on est dans une clôture mensuelle, donc forcément on va avoir la volatilité liée à ça, ce qui est plutôt positif du coup pour notre trading. Ensuite nous avons Ethereum BTC qui montre en fait la surperformance ou la sous-performance de Ethereum par rapport à BTC. On voit qu'on n'est pas vraiment dans une phase de réaccélération, on n'a pas d'éclatement d'Ethereum malheureusement, on est plutôt ici dans une phase de consolidation. Pour pouvoir valider réellement une rupture, il va falloir qu'on dépasse ici les 0,064, 65, pour se dire qu'en effet, on serait reparti dans une phase d'accélération. Là, ce n'est pas le cas. On est juste en train de travailler le support plutôt classiquement. Au niveau de l'order flow, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est toujours dans la même dynamique. Certes, on a une petite augmentation au niveau de l'open interest ici, mais on voit que sur l'open interest agrégé, donc qui regroupe tout le reste de l'open interest, on voit que on est sur quelque chose qui est plutôt stable et avec une tendance toujours identique, et donc toujours cette inversion de tendance ici, et pareil pour les positions des top traders. Donc rien ne change, on a un marché qui est toujours assez peu agressif, donc rien ne change aussi. On a très peu de liquidités en haut, beaucoup de liquidités en bas, en tout cas sur Kingfisher, donc sur les liquidités fort levier. Et quand on regarde l'heatmap, on voit que la prise de liquidité a été tout de suite défendue, et fortement défendue maintenant, par justement les shorts, et c'est pour ça aussi que là on n'a pas réussi à passer, parce que ça a été fortement vendu et défendu. Et c'est pour ça qu'on se pose fortement la question aussi de ne pas avoir une réaccélération haussière pour aller vraiment liquider cette partie-là,
et lâcher les shorts avant d'avoir une respiration qui va être beaucoup plus grande et aller chercher, pourquoi pas, les liquidités qui se trouvent là. Moi, j'ai plutôt tendance à vous dire que je viserais plutôt premier temps, deuxième temps, troisième temps, aller chercher les liquidités qui se trouvent ici et ensuite aller taper les shorts encore une fois pour une dernière accélération ou une avant-dernière accélération qui pourrait se faire en plusieurs temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir et surtout, ça soutient la chaîne et ça soutient tout ce que je fais tous les jours. Et nous, on se retrouve à 13h30 pour parler de Link, la crypto de Chainlink.